Personne qui a un handicap, qu'on ne lui dise pas, quelque part, c'est pas fait pour toi. Les handicapés, c'est d'abord des personnes et ensuite des personnes handicapées. La ressource, elle marchera, enfin, on aura l'impression qu'elle marche à partir du moment où véritablement on se posera plus cette question de l'existence de ces difficultés. Quand on envoie des gens en formation qualifiante, on se heurte à un mur. Et j'ai l'impression que avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être qu'on va réussir à passer cette barrière-là et à enlever l'espèce de rejet, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir des formations qualifiantes envers les travailleurs handicapés. On le verra si les organismes de formation voient arriver des publics que jusqu'à présent ils ne voyaient pas. Les personnes qui entrent à ce moment-là en formation, qui peuvent entrer à ce moment-là en formation, penser ne jamais pouvoir le faire. Et c'est ces handicapés-là, c'est pour ces handicapés-là que la ressource, pour moi, doit fonctionner. Dans mon idée, la RHF, c'est quelque chose qui est censé faciliter ça, faciliter quelque part l'assemblage du puzzle, mais qu'une fois le puzzle assemblé, elle doit s'en aller. Mais peut-être ressortir si une pièce du puzzle venait à se détacher. Ce qui est à la fois motivant d'une journée comme ça et frustrant à la fois quand on est de l'extérieur, parce que moi je ne suis pas un formateur, je suis comme la dame, un travailleur handicapé, c'est qu'on a le sentiment que la solution elle est autour de la table et que chaque intervenant, chaque acteur, chaque force vive, et j'ai dit le mot force à dessein, a une partie de la solution. Mais que c'est comme un puzzle, il faut à un moment donné. Alors si la RHF c'est un projet qui va arriver à coordonner et à assembler toutes ces pièces du puzzle, on verra ça dans un an. Je suis très sceptique. Je pense que l'on a véritablement tout ce qu'il nous faut, il manque très peu. Et on est en train de définir la RHF comme quelque chose de trop complexe. Dans un an, je serais curieux de savoir si la RHF existe. Et est-ce que l'idée principale qui est ressortie, est-ce que ça sera vraiment un centre ressources ? L'AGFIP place au cœur de ses priorités la sécurisation des parcours des personnes handicapées. Pour traduire cette nouvelle ambition en actes concrets, elle a adopté en février 2017 un nouveau plan stratégique dans lequel figure la mise en place d'une ressource handicap formation dans chacune des régions de France. Un petit groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra du fonctionnement de la RHF après 2 ans de mise en œuvre. Personne atteinte de troubles autistiques et qui a suivi une formation plutôt dans le design, le numérique en fait, donc graphisme, design, etc. On a complètement adapté en fait pour cette personne, c'est-à-dire qu'on a limité les heures de formation, on a fait des pauses plus régulières et il a été accompagné. Ça s'est très bien passé, les formateurs ont été particulièrement attentifs dès qu'ils le sentaient un peu fatigué, un peu inattentif. Voilà, on fait une pause, on s'arrête. Sur une situation quand même complexe, quand une personne souffre de troubles autistiques, oui, ça peut faire peur. Les formateurs, ça veut dire que tout l'organisme de formation a été sensibilisé dans le cadre de la RHF, déjà d'une part, et tous les formateurs sont sensibles aux situations de handicap de manière générale, ils sont en capacité de s'adapter. Par exemple, une personne malentendante, si la secrétaire se tourne et fait sa photocopie et continue à lui parler, c'est ça. Pour elle, il y a un blanc. Ça va être l'équipe pédagogique du tertiaire, et puis après, d'un coup, on va arriver en mécanique moto, mécanique auto. Il faut aussi les sensibiliser. C'est-à-dire quand on intègre une personne porteur de handicap dans une formation avec d'autres stagiaires, il y a la sensibilisation en effet de l'équipe, il y a la sensibilisation des autres stagiaires qui vont finalement suivre la formation, et puis il y a aussi comment adapter un contenu pédagogique ou le matériel, etc., sans que ça pénalise aussi ceux qui suivent la formation. Quand même aussi un travail finalement de médiation à faire au quotidien avec l'équipe pédagogique, l'équipe administrative et les stagiaires qui participent à la formation. Donc c'est un gros travail. C'est peut-être une volonté de l'établissement d'être dans cette écoute-là et dans cet accueil-là, mais après on s'adresse aussi à des personnes. Donc c'est un gros travail d'acceptation de cette information et puis aussi du coup de se l'approprier et de bien vouloir
Après, s'adapter, parce qu'il faut adapter, mais du coup, c'est s'adapter soi-même. Ça va être à force, donc ça va pas se faire de suite. Bien évidemment, d'aller à la rencontre des centres de formation, de les informer, de les aider aussi dans des démarches d'accessibilité, d'accueil. Voilà, donc bien évidemment, on ouvre la porte de nouveaux centres, on fait de nouvelles rencontres. Nous avions été contactés, donc bien avant le confinement, par un nouvel OF qui était dans cette démarche et qui donc est venu à notre rencontre pour savoir ce qu'était Cap Emploi de manière générale, ce qu'était le public personnes en situation de handicap et du coup, en descendant, c'est vers moi qu'on l'a orienté, puisque moi je suis RHF, donc c'était pour l'accompagner à remplir, aide-moi Céline, ce qu'on a fait, le Calliope. C'était un échange intéressant, c'est un tout petit OF qui fait, je ne sais même plus dans quoi maintenant, c'était très spécialisé, mais il y a quand même eu ce souci, mais par rapport à Calliope. Grâce à Calliope, on va s'ouvrir ces petites portes-là sur les petits OF, parce que les CFA ont l'habitude de travailler avec nous, parce que du public en situation de handicap qui signe des contrats d'apprentissage, il y en a. Ils ont tellement l'habitude de travailler avec nous aussi qu'ils vont nous solliciter quasi systématiquement. Est-ce que maintenant ils vont intégrer un peu un process? Ça, j'espère que ça va être avec les référents handicap. Après, c'est vrai qu'on attend avec impatience la formation aussi parce que voilà, si on peut être plusieurs référents, finalement ce serait bien. Nous, aujourd'hui, on est 2 conseillères en formation. On aimerait pouvoir être toutes les 2 référentes parce que ça nous permettrait d'avoir les informations toutes les 2 et de savoir directement diriger vers les bonnes personnes quand il faut. Quand on avait réuni les OF, moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'était vraiment l'intérêt que donc les personnes des OF avaient pour le sujet et l'implication qu'elles avaient envie de mettre dans ce rôle ou ce nouveau rôle pour certaines, etc. Et donc de partager entre elles, évidemment, créer ce réseau et tout ça. On a un travail à construire avec la collectivité, c'est de professionnaliser et de créer ce réseau. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes, comme l'a dit Stéphanie, qu'il y a des personnes qui sont référentes handicap, d'autres pas encore. Et c'est comment on rassemble tous ces acteurs, comment on crée encore plus de liens, en fait, voilà, en créant ce réseau de travailleurs handicapés. Alors, il faut commencer par le commencement. On va commencer par créer déjà ce premier module de formation. On a mis en place des webinaires de sensibilisation. Après, il y a tout ce travail de comment on capte les conseillers Pôle emploi et missions locales. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on développe. L'expérimentation à Ajaccio qui se passe en ce moment, je rencontre l'équipe Pôle emploi dans pas très longtemps. Donc je pense qu'à travers aussi ce rapprochement, on va pouvoir faire monter en compétence aussi un petit peu les conseillers Pôle emploi sur le sujet de la RHF. Peut-être que du coup, elle sera plus mobilisée par les conseillers Pôle emploi. On a cette période de confinement là qui est un peu faussée. C'est-à-dire que les résultats sont un peu... Quand on a fait le bilan, on se dit, bon, on a rencontré des partenaires, des OF, on a échangé, mais par exemple, avec les prescripteurs mission locale et Pôle emploi, je n'ai pas encore eu vraiment un travail RHF. Je n'ai pas encore eu ça devait se faire, mais ça prend un peu plus de temps. C'est le centre de formation qui m'interpelle parce que donc une jeune fille atteinte de troubles autistiques qui est rentrée en formation et en contrat d'apprentissage depuis 1 an et demi déjà devra préparer pour le passage de son diplôme un dossier technique. Les besoins étaient quand même identifiés. Ils étaient même identifiés en amont dès lors qu'elle a commencé son apprentissage. Elle a quand même réussi à faire le parcours sans aide. Avec Sarah, on se met en relation pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut aider. On planifie une réunion avec l'équipe pédagogique, Sarah, la jeune fille. Nous avons décidé que la meilleure solution était que quelqu'un vienne pendant ce temps de constitution du dossier, donc une aide humaine, vienne avec elle pour l'accompagner sur ce travail-là. Aujourd'hui, donc, son contrat d'apprentissage a pris fin et elle est en contrat pérenne dans la même société dans laquelle elle était déjà. Elle a été vraiment mise en place quand il y avait le besoin et du coup, c'est positif pour elle. C'est grâce vraiment à la multiplicité des acteurs et des aides qui ont permis à ce que du coup ça aboutisse. De savoir qu'il peut y avoir des aides qui peuvent être mobilisées pendant le parcours,
est quand même rassurant pour eux. Voilà. Et du coup, ça aide aussi justement parfois pour des personnes qui peuvent être un petit peu réticentes à accueillir des personnes en situation de handicap. En effet, le fait d'avoir une personne ressource en fait, qu'on peut appeler quand on a des questionnements par rapport à l'accueil d'une personne handicapée au sein de notre organisme, c'est facilitateur. Je n'ai pas connaissance de tous les dispositifs, tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour accueillir une personne handicapée au sein de notre centre et d'adapter finalement que ce soit le contenu pédagogique, que ce soit le matériel, etc. Ni en termes de temps, ni en termes de connaissances de tout ce qui existe, finalement, on ne peut pas tout gérer. Il y a des interlocuteurs qui sont identifiés, forcément, chose que nous, même en tant que financeurs, on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on a la GFIP, on sait qu'il y a deux référentes RHF en Corse du Sud, en Haute-Corse. Les acteurs de terrain, on a toujours l'impression qu'il y a ce fossé entre ce que nous on fait et les financeurs, les institutionnels, qu'on ne parle pas. Quand on accompagne des gens en situation de handicap, parfois il y a un vrai coût humain, et que du coup on sente que cet axe-là concerne d'autres gens, qui est des représentants institutionnels, et je trouve que ça c'est extrêmement positif. Ça nous fait du bien à nos financeurs aussi de voir un peu les situations plus terrain, et du coup ça conforte aussi sur cette co-construction qui est toujours nécessaire entre ces deux dimensions, justement, entre les acteurs de terrain et les financeurs. Ça nous conforte dans notre mission et que se perturbera cette RHF. Parce qu'on a encore du boulot, quoi. Je veux dire, il y a encore du travail à faire et que ça sera tout le temps en construction, à améliorer. Et je pense que des situations, on va en avoir. On va en avoir. Je crois que ma difficulté première, c'est la compréhension de mes collègues Cap Emploi. Préalable, c'est de dire la RHF, attention, les Cap Emploi sont en capacité de faire le travail de la RHF. Évidemment, prescrire une passe trouble cognitif, c'est la capacité du Cap Emploi. A priori, il n'a pas besoin de moi. A priori, parce qu'il a les capacités. Mais est-ce qu'il a le temps, la disponibilité sur des cas un peu plus complexes? Parfois, les choses, elles sont compliquées à plus d'un titre, et pas que du fait du handicap de la personne, de sa déficience, pour être précis. Parce que parfois, elle a plusieurs déficiences, parce que parfois, elle habite en micro-région, parce que parfois, il y a un contexte familial qui est compliqué, il y a un contexte social, il y a un ensemble d'éléments de complexe qui fait que même avec un prescripteur de l'insertion qui serait mobilisé, on n'arrive pas à faire que, pour reprendre les propos du précédent film, à faire que le puzzle s'assemble correctement. Et la RHF a permis de maintenir le cap, de dire on doit tous trouver quelque part un terrain d'entente. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était un point extrêmement positif qui a permis de chacun de dépasser sa fonction habituelle et de faire que ce puzzle, pour reprendre cette image, se maintienne. Rien que d'organiser une réunion pédagogique avec une équipe pédagogique, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et c'est-à-dire que moi, après, je me place comme animatrice. Et ça, c'est peut-être pas la capacité d'un conseiller en insertion professionnelle. C'est pas son job. Au départ, c'est pas son job d'animer une équipe et de poser des questions, de diriger, de dire tiens, Sylvain, comment tu vois la chose, c'est ta restitution, et comment nous, on va le traduire avec l'organisme de formation, quel parcours pédagogique mettre en place, quel financement solliciter. C'est parce le puzzle a été maintenu qu'on a pu repenser le projet et qu'on a pu remobiliser des actions dans la continuité du parcours de la personne. Et ça, j'ai trouvé que c'était une aide extrêmement précieuse. Et c'est vrai que moi, ce renfort, si on pouvait envisager un accompagnement renforcé auprès du Cap Emploi, serait aussi très bien perçu par les collègues, parce qu'ils ont vraiment besoin de soutien. Bien sûr, ce qui est hors champ, je dirais, du système spécifique, etc., bien sûr, mais il y a quand même aussi toutes ces situations où là, moi je trouve que ce ciment, cette glue entre nous a été précieuse. Pour moi, on est toujours dans une phase de co-construction, mais plus tellement théorique maintenant, mais plutôt pratique,
parce que la GFIP nous laisse aussi un cadre assez large pour pouvoir un peu moduler notre activité. Et donc c'est vrai que je pense qu'on fait évoluer un petit peu nos missions au fur et à mesure des situations qu'on rencontre, de la réaction et des attentes des organismes de formation, des travailleurs handicapés et de toutes les personnes qu'on est amené à rencontrer au cours de ces situations. Donc pour moi, on est toujours en co-construction. D'une autre manière, voilà, c'est ça. Ouais. Situation très simple. Moi, j'ai la mission locale qui m'appelle. Je mets un jeune en situation de handicap sur une plateforme qui dure 3 mois. La formatrice me dit qu'il n'arrive pas à suivre. Il nous faut quelqu'un. J'ai mobilisé une aide humaine. Ça, j'ai vu à la mission locale. Je t'ai expliqué comment faire. On l'a fait ensemble. On a mobilisé cette aide humaine. C'est rapide. Ça a été réglé sur 3 mois. Il a eu son accompagnement. Voilà. Mais nos situations ne sont pas toujours comme ça.